Alors, je vais avoir une focale un peu large par rapport à la question des territoires périurbains qui est votre sujet de ce matin, mais ça m'a semblé important de rebalayer quelques points de repère qui pèsent sur les conditions de la production de logements en Île-de-France et sur les choix résidentiels des ménages et qui expliquent en effet, comme ça a beaucoup été dit, que les logiques dans le périurbain se définissent aussi beaucoup par rapport à celles qui sont possibles ou impossibles dans l'urbain. Donc je vais commencer par rappeler quelque chose d'un travail qui vient de sortir, puisqu'on vient de sortir une étude sur les conditions de logement à travers l'enquête nationale logement et qui permet d'avoir un regard historique sur 40 ans qui m'a semblé important à rappeler. Et notamment, donc ce que vous avez tous en tête, la divergence entre les prix des logements et les revenus, mais en les situant par rapport à un contexte plus large. Donc depuis 1973 jusqu'à 2013, on voit que la progression du prix des logements, des revenus, des indices de prix à la consommation est restée globalement convergente jusqu'au début des années 2000, ce que vous avez bien en tête. Et puis ensuite, on voit bien ce décrochage avec, donc si on regarde sur 40 ans, des prix à la consommation qui ont augmenté de un peu plus de 5 fois, quand les revenus, eux, progressaient de 7 fois. Si on s'intéresse au loyer, on est à une dynamique de 10 fois et les prix de logement de 14 fois. Donc on voit bien que ce contexte pèse particulièrement sur l'urbain, mais sur l'ensemble des choix qui se font dans la région. Cette dissociation du prix du logement et des revenus, ce coût historiquement élevé du logement, a néanmoins pendant longtemps pas tellement pesé sur la part que les ménages consacraient au logement, avec un taux d'effort qui est resté stable pendant 30 ans et qu'on voit complètement décrocher seulement depuis 10 ans, avec, si on regarde simplement la question de l'accession, un nombre d'années de revenus investis dans le logement qui est passé de 2 à 3 jusqu'à la fin des années 90, pour arriver à 5 en 2013, date de la dernière enquête. Alors cette dynamique n'a pourtant pas du tout empêché le développement de l'accession en Île-de-France, et un grand nombre de ménages, des milliers de ménages, ont continué à pouvoir déployer un projet d'accession à la propriété en raison de conditions historiques tout à fait favorables de crédit, avec, vous le voyez là, depuis 92, une très forte baisse des taux d'intérêt, et si on continuait la courbe, ils ont donc continué nettement à baisser ces dernières années. Et puis la capacité donnée aux ménages de s'endetter sur des plus longues durées. Néanmoins, ces amortisseurs qui ont permis que, malgré cette distorsion entre le prix du logement et les revenus des ménages, se poursuivent des projets d'accession, donnent aujourd'hui un peu leurs limites, puisque quand on arrive à une durée moyenne de prêt de 20 ans, on ne peut pas non plus imaginer que cette souplesse et cet ajustement puissent se poursuivre longtemps. Ça m'a semblé important de le rappeler parce que ça explique une partie des difficultés ou des stratégies, des dynamiques de construction portées par les acteurs. Alors ça a déjà été dit, cette hausse des prix a longtemps été expliquée par un important déficit de logements dans la région lié à un retard de la construction par rapport aux besoins. Les premiers schémas directeurs estimaient qu'il fallait faire 53 000 logements. Le suivant a porté la barre à 70 000 logements. Et on vient seulement, comme le montre le graphique, on vient seulement d'atteindre cet objectif-là cette dernière année. Donc on cumule une sorte de déficit d'offres qui aurait pesé sur les prix du logement. Si on regarde en termes géographiques qui vous intéressent, ce qu'on voit, c'est que sur la période récente, la construction a eu tendance à se recentrer, à la fois dans le respect des projets, des politiques publiques et avec un grand nombre de dispositifs de soutien, avec une construction qui était entre Paris et la Petite Couronne qui représentait 40% des logements entre 2006 et 2010 et qui arrive à 50% sur la période la plus récente. Avec ça a été porté par des acteurs, alors à la fois par les acteurs privés et les acteurs sociaux. Donc la construction privée a été particulièrement dynamique, avec, selon les chiffres de la CAPEB, près de 25 000 logements neufs produits par les promoteurs en moyenne. Mais ce que je voulais signaler, c'est que cette production privée a été de plus en plus soutenue et de plus en plus dépendante d'outils public pour permettre de rencontrer une demande solvable, parce qu'on peut produire des logements, mais il faut trouver en face la clientèle et le marché et l'économie des opérations qui vont permettre la sortie de ces logements. Et donc, si on vous donne quelques points de repère, entre 1995 et 2012, 20% des logements construits ont été acquis par des ménages aidés par un prêt à taux zéro. 20% des logements produits par la promotion entre 2009 et 2012 relevaient d'un dispositif ou étaient éligibles à un dispositif de TVA réduite. Et si on regarde simplement 2016, 43% des ventes des promoteurs ont été
soutenus par un dispositif d'investissement défiscalisé. Donc on voit la difficulté à produire des logements qui rencontrent une clientèle et la nécessité d'outils de soutien public. La production sociale n'a pas été en reste, avec 36 200 logements locatifs sociaux agréés en 2016, qui est un chiffre extrêmement important. Alors, 32 600 logements, ce ne sont pas 32 600 logements neufs, hein, vous le savez, ce sont 32 600 logements agréés, dont certains sont produits par l'acquisition de logements déjà existants. Mais comme ça a été soutenu, on est encore très très loin de répondre aux besoins des franciliens, puisqu'on atteint 678 000 demandeurs au 31 décembre 2016. Ce qui montre que beaucoup est encore à faire. Pourquoi j'ai fait selon des tours par des considérations très régionales? C'est parce que je voulais arriver sur la question des choix résidentiels des franciliens qui se déterminent dans un espace francilien et pas territoire par territoire. Et donc rappeler un peu comment ça se joue. Et là, je vais essayer d'atterrir sur le périurbain. Mais rappelez donc, ce contexte a créé des disparités croissantes en matière d'accession à la propriété, bien sûr des disparités sociales avec un recul des classes moyennes et des classes modestes dans les accédants récents à la propriété, des disparités relatives à la structure des ménages avec de plus en plus la nécessité d'être un couple à 2 revenus pour pouvoir prétendre proposer et s'engager dans un projet de propriété. Des disparités intergénérationnelles très fortes. Et ça, le diagnostic du SRHH nous a vraiment alerté sur un effet avant ou après 30-35 ans, c'est-à-dire pour ceux qui ont été en âge d'accéder à la propriété après cette flambée des prix des années 2000 que je vous ai présentée. Selon une étude du Crédit Foncier, seuls 33% des 30-35 ans seraient aujourd'hui en capacité d'acquérir le logement qu'ils occupent avec la surface nécessaire pour loger leur famille. De la même manière, l'offre locative est de moins en moins accessible. D'abord, et ça, là, je vais venir à des sujets plus territoriaux. L'offre locative ordinaire a commencé à reculer sensiblement dans le cœur tendu de la métropole et dans les territoires valorisés où elle a été captée par des projets d'accession et elle tend à se recomposer pour les plus modestes dans le cœur d'agglomération par des processus un peu de division pavillonnaire et des processus qui peuvent être inquiétants sur le type d'offre qu'elle va générer. Et elle commence à se développer en grande couronne, justement, avec les dispositifs d'investissement défiscalisés, avec un certain nombre de soutiens. On voit une offre locative qui se dessert et qui devient moins spécifique au cœur d'agglomération où elle tend à disparaître et à être remplacée par de la location meublée ou par des très petits, enfin vraiment se concentrer sur les très petites surfaces. Cette géographie de locatif est aussi liée à des loyers très hiérarchisés qui sont très supérieurs et facilement supérieurs aux capacités financières des ménages, avec un vrai problème pour une région capitale, comme ça a été rappelé, qui accueille des flux de mobilité très importantes. On a, et le SRHH y est revenu, un vrai sujet de maintien d'une capacité locative ordinaire et pas uniquement très sociale ou pas uniquement concentrée sur des petites surfaces en cœur d'agglomération. Je voulais aussi vous montrer quelque chose. 55% des nouveaux propriétaires occupants s'installent en Grande Couronne. Et si on regarde les logiques résidentielles au sein de l'Île-de-France, on voit que souvent il y a des discours de relégation en Grande Couronne. C'est pas tout à fait comme ça qu'on l'interprète à l'IAU. C'est qu'il y a une dynamique, c'est qu'en effet, pour pouvoir poursuivre un projet d'accession à la propriété, de plus en plus de ménages sont conduits à faire des choix périurbains. Mais ce sont bien des choix. Ce sont bien le choix d'un environnement, le choix d'un mode de vie, le choix d'un type d'habitat, avec parfois des questions de vulnérabilité, de double vulnérabilité énergétique sur les questions de déplacement. Mais donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que certes, les zones du périurbain sont peut-être moins tendues. Elles ont parfois, et c'est ce que nous expliquaient les territoires qu'on rencontre en ce moment dans le cadre des discussions sur le SRHH, du mal à trouver les logiques de marché pour diversifier leur offre. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut proposer pas seulement un logement, mais un choix résidentiel. Et ce que disent les ménages du périurbain, j'ai une collègue qui travaille beaucoup, qui va les interroger, c'est que c'est bien un choix de vie, un choix de proximité avec la nature, un choix d'espace, un choix mais qu'il a des coûts. Il a des coûts en termes de quotidien, il a des coûts sur la manière de se déplacer, il a des coûts sur le reste des budgets que peuvent déployer les ménages. Il pose des questions sur l'accès aux équipements, l'accès à la culture. Par exemple, si on compare le niveau d'équipement culturel d'une ville moyenne du périurbain avec la même taille de ville en France, on s'aperçoit qu'il y a une disparité liée au tropisme de la métropole. Et donc il y a un enjeu d'offre résidentielle plutôt que d'offre de logement qui pose la question pour positionner l'offre de logement de la Grande Couronne par rapport à l'offre francilienne.
Si j'en viens maintenant au SRHH, je vais rappeler rapidement l'exercice. Et donc, c'est un outil qui se veut au service de la gouvernance des politiques de l'habitat et de leur cohérence à l'échelle de l'espace francilien. Donc, il est censé être, la loi précise qu'il doit être compatible avec le projet spatial du SDRIF, dont je rappelle que le projet spatial était un projet très densificateur, avec la volonté de refaire la ville sur la ville, et donc avec cette volonté de recentrer la construction. Il doit s'inscrire dans l'architecture des documents d'urbanisme, et donc être pris en compte par les PLH et le PMHH. Et puis, il doit territorialiser 70 000 logements par an, qui est donc ce qui a été rappelé un objectif légal, et qui reste notre pied de colonne quand actuellement l'État et la région sont en train de discuter et on est en train de proposer des objectifs locaux de développement de l'offre. On est tenu par ce pied de colonne de 70 000 logements et il faut réfléchir aux manières de répartir cette offre au sein des territoires. C'est un document qui est structuré en 3 volets. Un volet stratégique qui donne des grandes orientations régionales que je rappelle ici. Il y a l'idée de produire une offre de logement et d'hébergement adaptée aux besoins des ménages, adaptée en revenus, adaptée en produits. Il y a un axe 2 qui était de favoriser la mobilité des ménages et des parcours résidentiels, parce qu'on s'est rendu compte que la durée d'occupation des logements, les ménages bougent beaucoup moins, la durée d'occupation a beaucoup augmenté, et donc ça se traduit par un nombre de logements remis en service chaque année beaucoup moindre, et des enjeux de parcours résidentiel à la fois dans le parc privé et dans le parc social. Un axe 3 qui est garantir l'accès aux droits des personnes les plus fragiles et les plus exclues. Un axe 4, rénover les logements et les quartiers, développer un cadre de vie et un habitat répondant au mode de vie des habitants. Et un axe solidarité entre les territoires et développement équilibré de l'offre de logement avec tous les enjeux de répartition et de diversification de l'offre au sein des territoires. Donc, pour vous donner un moment d'actualité, donc le SRHH a été présenté et le volet 1 et le volet 3 font l'objet d'un accord et actuellement il y a des discussions organisées par l'État auprès des territoires puisque justement l'exercice avait été mené un peu de manière descendante et là il s'agit de faire remonter les territoires, notamment ceux qui ont émis un avis défavorable pendant la phase de consultation pour essayer de trouver un accord et voir s'il y a possibilité de converger vers un volet territorial du SRHH.